de lutte contre le sida, VIH-Sida, donc au Canada. Vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Merci d'être là en si grand nombre en ce samedi matin. Je suis un peu nerveuse. Je suis quand même une néophyte dans le domaine du VIH et c'est un honneur pour moi d'être ici pour vous présenter l'initiative qui est la Coalition canadienne pour réformer la criminalisation du VIH. J'ai mis ici mes co-auteurs qui sont les membres du comité directeur de la Coalition canadienne. Vous pouvez reconnaître quelques noms ici. Non, je ne suis pas Cécile Kazatchkin. Voilà. Donc, petit plan de présentation, je vais vous expliquer le contexte canadien parce que pour savoir quoi réformer, il faut encore avoir un aperçu de tout ce qui n'est pas que selfie et sourire au royaume de Justin Trudeau et vous expliquer un peu le fonctionnement de la coalition canadienne. Donc, le contexte canadien. Le Canada vient au 3e rang mondialement pour le nombre de poursuites, que ce soit en matière d'exposition, transmission ou non-divulgation du statut sérologique au VIH. On a recensé au moins 184 cas depuis 1989, ce qui représente environ 184 personnes poursuivies depuis 1989, ce qui représente environ 200 poursuites. Et ça continue. Le nombre augmente d'année en année. Il n'y a pas de disposition spécifique au VIH, sur le VIH au Canada dans le Code criminel. Ce n'est qu'une interprétation du droit existant. Et c'est une situation qui est notamment créée par la jurisprudence du plus haut tribunal canadien. Donc, on est passé du risque important de transmission dans une décision de 1998 à une possibilité réaliste de transmission en 2012 dans la décision Mabior. Qu'est-ce qu'une possibilité réaliste de transmission? Bien, la Cour suprême ne nous indique pas exactement ce que c'est, mais elle mentionne qu'il n'y aura pas de possibilité réaliste de transmission lorsqu'un condom sera utilisé et que la personne aura une charge virale indétectable ou faible. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que seulement la personne aura à divulguer son statut sérologique dans toute situation, sauf si elle a une charge virale faible ou indétectable et qu'un condom est utilisé. Donc, le critère de la possibilité réaliste va inclure des activités qui ne représentent pratiquement aucun risque de transmission. Et on a des condamnations sans égard à la volonté réelle de transmission, à la transmission avérée ou au faible risque de transmission. Et malheureusement, de plus en plus, le chef d'accusation qui est utilisé, c'est le chef d'agression sexuelle grave, qui est un des chefs les plus graves du Code criminel canadien, qui est passible de prison à perpétuité et une inscription obligatoire au registre des délinquants sexuels. À vie. Donc, qu'est-ce qui a mené à la création de la Coalition canadienne? Eh bien, c'est lors d'une académie de formation tenue en Alabama en 2016 qui s'appelle HIV is not a crime, où un groupe de Canadiens se sont regroupés et se sont dit, nous sommes ici dans ce contexte où on entend des personnes vivant avec le VIH criminalisées ou non, divers experts, surtout américains, et nous sommes ici Canadiens avec les mêmes objectifs, les mêmes visées. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ils ont décidé de former cette coalition à l'échelle nationale qui va regrouper des membres d'organismes communautaires, des intervenants, des personnes vivant avec le VIH criminalisées ou non, des avocats, des chercheurs, qui ont décidé de collaborer et unifier un peu leurs approches. Ce qui a influencé grandement la création de la coalition, c'est cette volonté de mettre le vécu et l'expérience des personnes vivant avec le VIH criminalisées au cœur des efforts de plaidoyer à l'échelle nationale au Canada. Et l'objectif, bien sûr, c'est de cesser la criminalisation injuste du VIH. Donc, pour atteindre cet objectif, il y a, comme j'ai mentionné, cette unification, cette volonté d'unifier les efforts de plaidoyer dans un contexte d'augmentation des poursuites en non-divulgation et d'exposition au VIH.
et développer des stratégies communes de plaidoyer. Parce que, faut-il comprendre qu'au Canada, le gouvernement fédéral est responsable du contenu du droit criminel. Donc, c'est le gouvernement fédéral qui va décider de réformer le Code criminel, qui est le livre qui contient la loi, mais c'est aux provinces d'appliquer le droit criminel. Donc, c'est les provinces qui déterminent la portée du droit criminel. Donc, peu importe ce que le gouvernement fédéral écrit, l'interprétation sera laissée aux provinces. Et dans un contexte où rien dans le Code criminel n'est spécifique au VIH, c'est les provinces qui interprètent le Code criminel pour les dossiers de non-divulgation. Donc, la coalition est formée suite à la formation HIV is not a crime. Ils ont les premières rencontres et tout de suite, donc, on fait face à l'épineuse question, qu'est-ce qu'on fait par rapport à des dispositions spécifiques au VIH? Est-ce que c'est ce qu'on veut réellement inclure? Est-ce qu'on veut une telle inclusion dans le Code criminel? Il faut se rappeler que la coalition, justement, une de ses forces, c'est qu'elle regroupe non seulement des avocats qui ont peut-être une perspective différente, mais aussi des personnes vivant avec le VIH, des scientifiques, des chercheurs. Et donc, ce n'est pas tout le monde qui a le même point de vue. Et le but, c'est de trouver un consensus. Donc, la coalition s'est regroupée en mai 2017 pour réfléchir un peu à qu'est-ce qu'on demande aux gouvernements provinciaux et fédéraux de faire, notamment sur la question de la réforme du Code criminel. Et donc, dès mai 2017, on s'est rendu compte qu'il y avait une volonté de limiter, justement, de s'assurer que la non-divulgation du statut sérologique soit sortie de l'agression sexuelle, quitte à insérer au Code criminel une disposition spécifique au VIH et de s'assurer que la criminalisation soit limitée à certains cas très, très, très restreints et très précis. On a procédé à une consultation à l'échelle nationale pour savoir qu'est-ce que les communautés, les organismes, dont nos organismes voulaient voir dans cette déclaration de consensus, qu'est-ce qu'on allait demander au gouvernement, et éventuellement, il y a une rédaction de la déclaration de consensus communautaire qui a été publiée en novembre 2017. Qu'est-ce qu'elle contient, cette déclaration de consensus communautaire? Eh bien, c'est la critique générale de l'approche injuste canadienne en matière de non-divulgation, mais aussi, elle contient des demandes spécifiques. Développement de lignes directrices afin de s'assurer que les procureurs décident de certaines poursuites et puissent dire dans quelles circonstances il y a lieu ou pas de porter des accusations. On demande aussi de réformer le Code criminel afin d'éviter l'utilisation du chef d'agression sexuelle. Et on demande aussi un changement d'approche. Donc, alimenter ce changement d'approche et réduire la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. Donc, on réitère cette volonté de remettre ça à l'ordre public, à l'ordre du jour. Quels sont les résultats? Eh bien, outre la publication de cette déclaration de consensus communautaire, très vite, en raison de sa forte expertise et de la diversité de ses membres, la coalition a été consultée par le gouvernement fédéral qui, le 1er décembre 2016, s'est dit préoccupé justement par la criminalisation importante et la surcriminalisation de la non-divulgation du VIH. Donc déjà, le gouvernement fédéral avait une volonté de dire, effectivement, il y a un problème ici. Et on va réfléchir à ce problème. Donc, ça, c'était le 1er décembre 2016. La coalition, nouvellement créée, a été consultée, ce qui a mené, le 1er décembre 2017, au dépôt du rapport fédéral, qui se veut un rapport conjoint entre l'Agence de santé publique canadienne et du ministère de la Justice canadien, sur la réponse du système de justice pénale à la non-divulgation de la séropositivité. Lequel contient une volonté affichée, du moins par le gouvernement fédéral, de revoir l'approche canadienne et qui recoupe, pas toutes, mais plusieurs demandes que la coalition avait faites et avait demandées au sein de la déclaration de consensus communautaire. Donc, le fédéral se dit
prêts à limiter la criminalisation à certains cas précis. Donc, sont prêts à... Il y a une volonté au fédéral, mais comme je vous ai dit, ce sont aux provinces de gérer l'application du droit criminel. Donc, malheureusement, peu importe la volonté du gouvernement fédéral, si les provinces elles-mêmes n'adoptent pas des lignes directrices, il n'y aura pas nécessairement de changement au niveau du nombre de poursuites qu'on va voir. Donc, la coalition est divisée entre deux groupes. Il y a un groupe de plaidoyer au niveau fédéral et un plaidoyer au niveau provincial, et ces deux-là travaillent ensemble. Donc, le plaidoyer fédéral se lance maintenant dans la réforme du Code criminel, alors que le plaidoyer provincial travaille maintenant avec les provinces pour développer des lignes directrices pour qu'au moins la volonté du fédéral soit reflétée dans la décision de poursuivre ou non. Voilà. Merci de votre attention.